Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Vous le savez, les luttes sociales, syndicales font partie de l'ADN du média. Il était donc temps qu'on y consacre une émission complète. Le journal des luttes est né de cette volonté de prendre au quotidien le pouls de la France qui lutte pour ses droits, son respect et sa dignité. Grève, manifestation, action collective, ici, on donne la parole à celles et ceux qui se battent pour leurs droits. Donc merci au Fonds de dotation pour une société solidaire qui finance ce programme. Et s'il y a une lutte, une grève, une manifestation qui se déroule près de chez vous, si vous êtes vous-même victime ou témoin de répression syndicale, de harcèlement au travail, deux solutions s'offrent à vous. Vous pouvez nous laisser un message au 06 86 46 08 46 ou nous laisser un mail à jdl@lemediatv.fr. Le numéro et l'adresse mail s'affichent en bas de votre écran. Et nous avons bien sûr toujours besoin de votre soutien pour devenir associé, abonné, sociaux ou faire un don ponctuel. Rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. C'est avec vous que le combat continue. Le journal des luttes, c'est parti. Au programme de ce journal des luttes, des milliers de personnes ont défilé hier, dimanche, à Paris, contre l'islamophobie et pour rendre hommage à Boubacar Cissé, tué lâchement le 25 avril dernier dans la mosquée de la Grand-Combe dans le Gard. Une manifestation de néo-nazis à Paris, protégée par la police, samedi 10 mai, et qui est également le jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage. On aurait pu choisir une autre date. Et en fin d'émission, nous recevons Ilyes Djaouti, lanceur d'alerte et militant antiraciste. Avec lui, on parlera de l'actualité récente impliquant l'extrême droite, comme cet étudiant en médecine épinglé sur les réseaux sociaux pour ses propos à connotation raciste. Tout de suite, au fil des luttes. Le racisme, ça commence avec des mots et ça finit comme Aboubacar. Voilà ce que l'on pouvait lire sur une pancarte lors de la manifestation contre l'islamophobie ce dimanche à Paris. Des milliers de personnes ont marché de la place de la Bastille à la place de la Nation pour rendre hommage au jeune Aboubacar Cissé, tué dans une mosquée du Gard, la mosquée de la Grand-Combe, alors qu'il faisait sa prière. Un crime horrible qui a choqué de nombreux Français, mais tous les partis politiques n'étaient pas présents à cette manifestation. Seule la France Insoumise et le nouveau parti anticapitaliste ont participé à cette mobilisation. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a été la cible de nombreuses pancartes. Ces sorties médiatiques et politiques visant les musulmans ont largement contribué à un climat tendu dans le pays. L'islamophobie tue, ont rappelé les manifestants. Les organisateurs de la marche que nous recevions vendredi nous ont indiqué les chiffres du ministère de l'Intérieur. Les 3 premiers mois de l'année ont enregistré une augmentation des actes anti-musulmans de 72% par rapport à la même période en 2024. Exactement 79 cas recensés. Elle a finalement eu lieu. Comme l'an dernier, la manifestation du groupuscule d'extrême droite, le comité du 9 mai, s'est déroulée en plein Paris. D'abord interdite par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, mais finalement autorisée par le tribunal. Cette manifestation de néo-nazis a donc pu avoir lieu samedi 10 mai. Par contre, une contre-manifestation organisée en réaction à cette première a bien été interdite. Manon Aubry de la France Insoumise fait part de son indignation. On l'écoute. Et quand je vois par exemple hier défiler des néo-nazis dans les rues de Paris, à visage, j'allais dire découvert, mais en fait beaucoup quand même couvert, laquelle manifestation a été autorisée par la préfecture, ou plutôt par le tribunal administratif, alors qu'une manifestation antifasciste a été interdite. Moi, je suis inquiète. Je suis inquiète pour notre pays. Je suis inquiète, oui, par la montée de l'antisémitisme qui est ravivé par, y compris dans cette manifestation, vous aviez des hommes qui ont des tatouages nazis, qui ont des croix gammées, et à eux, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre cette idéologie ? Arkema de Jarry dans l'Isère, les salariés en grève illimitée. Ce sont 154 postes qui seront supprimés. Les négociations entre les représentants syndicaux et la direction sont suivies de très près par les salariés. Si l'entreprise de chimie propose par exemple 12 mois de reclassement plutôt que les 9 mois prévus par la loi, ou un maintien de salaire pendant 2 ans pour les licenciés qui chercheraient un CDI dans un autre groupe, la direction refuse pour l'heure de verser l'indemnité supralégale. Décision incompréhensible pour les salariés. Ils ont donc décidé d'une grève illimitée. De nouvelles négociations doivent avoir lieu aujourd'hui. Affaire à suivre.
Dans l'agenda du Journal des luttes, la grève dans la fonction publique, une intersyndicale, notamment composée de la première organisation représentative de la fonction publique, la CGT, appelle à une nouvelle journée de mobilisation le 13 mai. Demain, ce nouvel appel à une journée d'action intervient après une première mobilisation qui s'est déroulée dans des proportions modestes le 3 avril dernier, avec plusieurs lieux de rassemblement en France et quelques cortèges, notamment à Lille ou Lyon. La grève avait toutefois été peu suivie, avec 1,6% d'agents grévistes à l'échelle de la fonction publique d'État, avait donc indiqué à l'époque le ministère de la fonction publique. Cette fois, les syndicats espèrent que le mouvement sera plus suivi. Le monde de la petite enfance est en souffrance. Jeudi 15 mai, un rassemblement est organisé à 9h30 devant la direction des familles et de la petite enfance. Cette mobilisation s'inscrit dans le prolongement de la publication du rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de la protection de l'enfance. Les revendications principales, réinvestir dans le soutien aux familles en difficulté, reconnaître et remédier au déclassement des travailleurs sociaux et assurer un suivi et un accompagnement des jeunes majeurs sortant de l'aide sociale à l'enfance. Tout de suite, on passe à l'entretien du Journal des luttes, mais avant ça, les infos du jour, préparées et mises en image par Sarah Duyeux. La question de la fin de vie fait son retour à l'Assemblée nationale ce lundi. Les députés vont débattre de 2 propositions de loi, l'une, qui fait consensus, sur les soins palliatifs, l'autre, plus discutée, sur l'aide à mourir, la possibilité pour les patients souffrant d'une affection grave et incurable de recevoir ou de s'administrer une substance létale. Volodymyr Zelensky invite Vladimir Poutine à le rencontrer personnellement jeudi à Istanbul pour négocier la fin de la guerre. La semaine dernière, Kiev et les Européens avaient réclamé un cessez-le-feu de 30 jours. Moscou avait répondu en proposant des négociations directes avec l'Ukraine, sans conditions préalables. Après plus de 40 ans de conflit contre l'État turc, le Parti des travailleurs du Kurdistan, plus connu sous le nom de PKK, a annoncé ce lundi sa dissolution et la fin de la lutte armée. Il combattait depuis 1984 pour la reconnaissance d'une entité kurde, dans une guérilla qui a fait plus de 40 000 morts. De retour sur le plateau du Journal des luttes, et on va passer donc à l'entretien. Aujourd'hui, on parle du racisme décomplexé, d'impunité persistante et de montée de l'extrême droite. Dans le Journal des luttes, on s'arrête sur une série d'événements récents qui disent beaucoup de l'état de notre société. À Aix-Marseille, un étudiant en médecine a été épinglé pour des propos racistes glaçants publiés sur les réseaux sociaux. À Paris, des néo-nazis ont défilé tranquillement le 10 mai, jour symbolique de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et en marge du match PSG-Arsenal, un supporter anglais est filmé en train de proférer des insultes racistes. Face à cette banalisation inquiétante, nous recevons aujourd'hui Ilyes Djaouti, lanceur d'alerte et militant antiraciste. Il dénonce depuis des années les dérives racistes de notre société. Avec lui, on va tenter de comprendre comment ces actes s'inscrivent dans un contexte plus large de la libération de la parole raciste et surtout, comment y faire face. Bonjour Ilyes. Bonjour, merci de me recevoir. C'est parti. Ilyes, on t'avait reçu il y a quelques semaines pour parler de la montée en puissance de l'extrême droite dans les universités françaises. Cette fois, tu as fait ton travail de lanceur d'alerte et tu as épinglé un étudiant en médecine d'Aix-Marseille pour ses propos à connotation raciste. Mais avant de parler de ça, je voudrais qu'on revienne avec toi sur ce qui s'est passé ce week-end à Paris, et notamment cette manifestation des néo-nazis, appelée le comité du 9 mai, d'abord interdite, puis autorisée par le tribunal. C'est d'autant plus choquant qu'elle a eu lieu 2 jours après la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale et le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Qu'est-ce que ça dit de notre pays et notamment de la place de l'extrême droite dans l'espace public? Mais je pense que comme beaucoup de personnes, en réalité, on ne comprend plus grand-chose. Un jour, on fête la victoire de la France contre l'Allemagne nazie et quelques jours après, on voit des néo-nazis défiler en plein Paris aux yeux de tous. Parfois, on voit même des ministres de notre gouvernement faire des références au maréchal Pétain, ou enfin, on voit des statues nazis en pleine université qui sont supposés être des lieux de savoir. Qu'est-ce que ça dit finalement? Moi, je pense que ça définit en fait et ça structure une perte de repères.
J'ai regardé avant de venir et vraiment, j'ai regardé vraiment avec attention. On a une ministre en charge des discriminations qui n'a pas réagi à cette manifestation, de la même manière qu'elle n'avait pas réagi au salut nazi dans les universités et de la même manière qu'elle avait réagi 3 jours après l'assassinat islamophobe d'Aboubacar Cissé. Encore une fois, je pense que le sentiment de peur et de perte de repères, il est totalement légitime aujourd'hui. Et il se caractérise par, en fait, tout simplement une contradiction totale entre ce qu'on ne voulait plus voir et ce à quoi on assiste aujourd'hui sous nos yeux et ce contre quoi il faut absolument lutter de manière totalement frontale et le dire haut et fort qu'on refuse le racisme, qu'on refuse l'antisémitisme, même dans nos rues, même dans nos institutions. Lutter, ça peut être compliqué quand on sait que dans le même temps, la contre-manifestation par rapport à cette manifestation de néo-nazis, une manifestation antiraciste et antifasciste a été annulée. Comment on explique ça ? Alors j'ai vu effectivement que par contre la préfecture de police avait d'abord interdit la manifestation néo-nazie du 9 mai et que c'est ensuite le tribunal qui l'avait réautorisé. Bon, c'est aussi le rôle des magistrats, effectivement, d'appliquer la loi et au nom de la liberté d'association, il me semble, elle a été autorisée, donc on ne va pas pouvoir refaire un commentaire là-dessus, même si, effectivement, je pense que c'est quand même un terrain sur lequel peuvent s'investir les députés qui sont chargés aussi de s'intéresser à la question du racisme et de l'antisémitisme, de savoir si aujourd'hui, en France, on peut manifester directement en pleine rue pour faire référence à des militants néo-nazis, voilà, qui sont morts en ayant tenu quelques heures d'ailleurs avant leur mort des propos néo-nazis et qui sont connus dans leur milieu pour être des références justement dans la violence qu'ils ont pu faire dans certaines actions particulièrement problématiques. Oui, c'est vrai. Et donc je le disais, hein, il y a une contre-manifestation qui a été aussi interdite et le préfet de police, Laurent Nunez, avait indiqué que les deux manifestations partageant le même itinéraire, il fallait les interdire toutes les deux. Finalement, le tribunal a autorisé la manifestation des néo-nazis. Ouais, c'est un choix du tribunal administratif. Je le disais, hein, tu as fait un travail de lanceur d'alerte et tu as épinglé un étudiant en médecine d'Aix-Marseille pour ses propos à connotation raciste. Absolument. Il a écrit sur X en avril, par exemple, « Oui, il y a trop de voilés, trop d'étrangers. Excusez-nous d'être chez nous en Europe. » Il parle aussi de remigration. Donc la remigration, c'est un néologisme prisé par l'extrême droite, désignant le retour forcé ou non des immigrés extra-européens dans leur pays d'origine. Absolument. Il s'agit en fait d'un étudiant d'extrême droite. Alors moi, j'avais identifié de manière assez précoce son profil parce que je savais qu'il était avant même en fait de faire l'alerte. Par contre, je n'avais pas connaissance de sa condition d'étudiant. Je ne savais pas qu'il était étudiant en médecine, par exemple à Marseille aussi. Donc si vous voulez, moi, je savais qu'il avait des actions et qu'il avait aussi un travail de visibilité auprès de l'extrême droite franco-allemande, particulièrement avec son groupuscule ou son média qu'il a fondé qui s'appelle Vox Europa. Mais je ne savais pas qu'il était en même temps étudiant en médecine. On m'a accusé d'avoir détruit sa vie. Moi, je réponds que je n'ai pas détruit sa vie, j'ai empêché qu'il en détruise, précisément. Je pense que ce qu'avait de bénéfique cette alerte, c'était justement d'empêcher que cet étudiant se retrouve dans une situation pour qu'il puisse mettre ensuite en danger des soignants comme des futurs patients. Là, en vérité, on a surtout sauvé possiblement ces futurs patients noirs, musulmans, juifs. Et donc, c'est pas du tout problématique quand on voit que l'étudiant en question manifeste, comme vous l'avez dit, au cri de rémigration, ou alors qui fait des entretiens avec des néo-nazis allemands qui sont particulièrement épinglés dans leur pays pour des propos racistes et antisémites. Je vois pas où est le problème. Et là encore, aucune réaction, par exemple, du ministre de l'Enseignement supérieur. Par contre, il faut le souligner, une réaction de l'université. Quelle était justement la réaction de l'université ? Ça a été de saisir la commission disciplinaire d'emblée. Et aussi, j'ai reçu plusieurs messages, évidemment anonymes, donc de personnes de la communauté médicale de Marseille, qui m'apportaient totalement leur soutien et qui étaient totalement scandalisés par les propos qu'avaient pu tenir leurs futurs ou plutôt maintenant anciens collègues qui allaient en réalité être un véritable danger au sein du CHU. À titre d'exemple, par exemple, il s'est pris en photo, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est la photo en question, où il se prenait en photo en train de faire un geste suprémaciste. Justement, c'est la question que j'allais te poser. Ce geste qui semble assez anodin, on le fait tous ou plus ou moins, il y a même un emoji qui correspond à ce geste-là.
tu dis que c'est un geste néo-nazi. Est-ce que tu peux nous expliquer justement oui, ce que c'est exactement? Et justement, tout l'enjeu en fait pour l'extrême droite, c'est de jouer sur ce double sens. Parce que juridiquement, c'est très difficile de qualifier ce geste de geste suprémaciste. On peut dire que voilà, ce geste, c'est aussi pour signifier OK, que les plongeurs l'utilisent sous l'eau pour voilà, faire passer des messages, etc. Donc la connotation politique de ce geste, elle n'est pas établie dans la loi. En fait, c'est très compliqué de faire condamner quelqu'un pour ce geste. En revanche, là, on avait plusieurs faisceaux d'indices qui nous permettaient d'affirmer que oui, lui, il l'utilisait dans un signe, dans un message qui était très précis, à savoir white power, donc un geste suprémaciste. Et aussi raciste, tout simplement parce que ça a été appuyé par ses propres tweets qui étaient publics. Et une fois que je l'ai relevé, effectivement, il a mis tous ses comptes en privé pour qu'on puisse plus y accéder. Bon, par contre, malheureusement pour lui, j'avais évidemment tout pris en capture d'écran et on avait toutes les preuves nécessaires. J'espère qu'à l'antenne, on a bien vu le fameux geste en question, ouais. Car maintenant, on sera un peu plus vigilant sur ce type de geste-là. Merci en tout cas, Ilyes, de nous informer là-dessus, de lancer l'alerte comme il faut. Parce que justement, Mathis R, hein, son nom, dit que justement toute interprétation politique qui serait faite est totalement erronée. Et en plus, il dit qu'il n'a aucune proximité, ni de près ou de loin, avec des idéologies néo-nazies. C'est assez marrant, alors même qu'il se prenait en selfie avec des figures néo-nazis allemandes qui sont, comme je l'ai dit, épinglées dans leur propre pays pour avoir des propos racistes et des propos antisémites qui sont reconnus pour être justement de gros racistes et justement être la cible de leur propre police allemande là-bas. Donc quand on a des tweets racistes, la participation à une manifestation au cri de réimmigration, je le redis, des gestes suprémacistes, là où il s'est par exemple pris en photo au sein même du CHU en tenue de soignant. Donc pour dire à quel point il y a une sorte d'impunité aussi dans son comportement. Il se prend en photo au sein du CHU, dans l'ascenseur, en train de réaliser un geste suprémaciste. En fait, qu'est-ce qu'il allait faire une fois qu'il allait avoir son diplôme et sa fonction ? Justement, hein, tu parlais de cette manifestation où il criait remigration. Ouais. Il fait partie d'un groupe en tout cas identitaire breton, Entourtan, avec lequel il s'est rendu donc à Vienne, en Autriche, c'est ça, et c'est à ce moment-là qu'il aurait participé à cette manifestation au cri de rémigration. Et tu parlais tout à l'heure du magazine allemand, c'est un magazine d'extrême droite qui s'appelle Contact et Compact, et auquel il apporte son soutien via son groupe identitaire. Totalement, et quand plusieurs journalistes l'ont interrogé sur son activité, il a totalement nié. Or, encore une fois, il y a des preuves. Enfin, je veux dire, ça va être très difficile de pouvoir nier une photo, d'autant plus qu'il a lui-même affiché sur ses réseaux sociaux. Donc je me demande comment est-ce qu'il va s'en sortir pour faire croire à tout le monde qu'il n'est pas lié à l'extrême droite, alors que lui-même revendique l'être. Donc bon, ça va être assez compliqué pour lui, je pense, et j'espère en tout cas que l'université prendra les mesures qu'il faut en l'excluant définitivement pour écarter un danger du monde médical. Enfin, je pense que s'il y a vraiment une fonction dans laquelle tout le monde a confiance, c'est bien la fonction de soignant, en fait. Lorsqu'on ferme les yeux, on espère pouvoir un jour se réveiller à l'occasion, par exemple, d'une opération. Si on est confronté à un soignant qui est néo-nazi, qu'en est-il en fait pour les patients qui sont musulmans, juifs, noirs, arabes, alors même que celui-ci tweet qu'il y a trop de musulmans en France, trop de burqas, trop d'arabes? C'est assez compliqué, non? Donc oui, effectivement, l'université d'Aix-Marseille a affirmé avoir pris ce dossier très au sérieux dès les premiers signalements. Et donc il y a une enquête qui est en cours. Et donc toi, tu es pour qu'on l'exclue définitivement de cette université? Absolument, comme beaucoup d'ailleurs personnes de la communauté médicale de Marseillaise qui m'a beaucoup apporté leur soutien. Vraiment, je le tiens à les remercier. Ça a été d'ailleurs unanime. Hein. J'ai reçu des messages qui allaient que dans ce sens, évidemment, demandant à ce que, par exemple, l'image de leur profession ne soit pas entachée par de telles idéologies. Et évidemment, je leur apporte tout mon soutien. Je veux évidemment leur dire que leur profession, elle ne mérite pas ça et que on espère en tout cas que très vite, ce cas sera réglé par l'université pour qu'on ne puisse pas exposer à la fois les étudiants, donc en médecine, mais aussi ses futurs collègues soignants à un tel danger. Et justement, comment ça se passe pour toi, pour justement découvrir ces histoires? Tu le disais tout à l'heure, ce Mathis, tu le suivais déjà, mais tu ne savais pas qu'il était étudiant. Est-ce que c'est des signalements, des gens qui t'envoient des messages en privé pour t'indiquer tel ou tel fait dans telle ou telle université? Comment tu réussis à avoir toutes ces informations? Alors, la plupart du temps, effectivement, c'est des signalements. C'est des signalements par des personnes qui
sont proches de la personne qui va faire l'objet d'une alerte. Donc, très souvent, c'est des personnes, par exemple, qui sont exposées dans l'entourage proche et qui savent que la personne en question peut réaliser en fait plusieurs actes qui peuvent être des dangers. Par exemple, on en avait parlé la dernière fois, c'était un étudiant qui avait fait un salut nazi en pleine université, à l'université de Strasbourg. Je suis revenu donc avec une bonne nouvelle. Je peux vous annoncer donc que cet étudiant a été exclu définitivement et qu'il est désormais interdit pour lui de s'inscrire dans tout établissement de Strasbourg. Donc pour le moment, on voit bien que les universités, elles peuvent faire leur travail là-dessus. Donc encore une fois, c'était aussi en réalité des étudiants de cette même université qui m'avaient alerté parce qu'elles avaient connaissance de faits qui pouvaient eux-mêmes les mettre en danger. Par exemple, cet étudiant réalisait des ratonnades où il se filmait en train de courir derrière d'autres étudiants la nuit. Donc on voit bien quand même que c'est un danger qui est évident, qui est difficile de nier pour l'université quand même. Et justement, dans les universités, on l'a vu récemment à Nanterre, il y a la Cocarde, le fameux syndicat étudiant d'extrême droite. Comment ça se passe, toi, avec eux? Parce que j'imagine que vu le travail que tu fais, ça va pas être évident. On a vu comment ils peuvent agir, notamment à Nanterre, la faculté de Nanterre. Est-ce que justement tu reçois des menaces ou comment ça se passe concrètement pour toi? Absolument, je pense que c'est assez évident. Je pense qu'ils me désignent évidemment comme une cible forcément à abattre et c'est le jeu, j'ai envie de dire, mais je prends évidemment mes précautions. Mais il y avait une scène par contre qui m'avait marqué, c'est lorsqu'on était en, il me semble, courant février. J'avais un camarade de promotion à moi qui avait été contacté par un militant cocarde uni alors qu'il mangeait à la cafétéria du Crous donc de ma fac et qui lui avait demandé quand est-ce que j'avais l'habitude de venir sur le campus. Donc c'est vrai que c'était une question qui m'avait assez interpellé. Je m'étais demandé mais pourquoi est-ce que en fait l'Uni ou la cocarde cherche à savoir quand est-ce que je viens étudier sur mon campus, pour faire quoi exactement, et j'aimerais d'ailleurs leur poser à l'occasion justement de cette interview. Donc bon voilà. Il y a un autre domaine en fait dans lequel le racisme est très souvent présent, c'est dans les stades de foot. Pendant le match PSG-Arsenal, un supporter anglais a proféré des insultes à caractère raciste, sale musulman de merde, ferme ta gueule sale nègre, sale PD, et ainsi de suite. Comment toi-même tu as eu vent de cette affaire? Comment as-tu su que, parce que tout le monde n'a pas vu cette vidéo tout de suite, tu fais partie des premiers qui l'ont relayée? Par la personne directement en fait qui a été la cible des insultes de ce supporter. Déjà il faut je pense souligner qu'il y avait un précédent, que c'est pas la première fois qu'un supporter Arsenal s'en prend à un autre supporter du PSG. La dernière fois, vous souvenez-vous, c'était des cris de singes avec des mimes de singes aussi, et le PSG SOS Racisme avait porté plainte. Là encore donc la scène s'est reproduite et on a vu donc ce supporter Arsenal insulter le supporter de le PSG qui s'est empressé évidemment et heureusement pour lui de m'envoyer la vidéo. Il a porté plainte, il s'en est évidemment remis et le PSG d'ailleurs cherche à le contacter, c'est ce qui va être fait dans les prochains jours. Arsenal m'a évidemment contacté. D'accord. J'ai évidemment pu discuter avec le personnel chargé en fait des discriminations auprès du club, qui m'a assuré que le club du coup Arsenal faisait un travail d'enquête pour rechercher la personne et pour trouver son identité afin de possiblement l'interdire à vie de stade, afin qu'elle ne puisse plus représenter un danger pour les autres supporters. Et j'invite évidemment le club dans cette démarche. J'espère qu'ils prendront toutes les mesures nécessaires pour l'empêcher de proférer des insultes racistes à l'encontre d'autres supporters. Et j'invite surtout Arsenal à faire un travail d'introspection et d'autocritique, parce que c'est quand même pas la première fois que leurs propres supporters réalisent ce genre d'actes, et je pense qu'il faut le souligner quand même, il y a une récurrence. Et justement, le racisme dans les stades, effectivement, tu fais bien de le dire, il y a une récurrence, soit Arsenal ou d'autres clubs. Ou d'autres. Est-ce que justement, là-dessus, il y a des clubs avec lesquels tu as pu rentrer en contact, ou est-ce que les affaires de racisme telles que celle-là dans les stades, c'est une des premières que tu traites, ou est-ce qu'il y en a eu d'autres avant et tu as pu faire avancer un peu les choses? Alors là, en l'occurrence, en ce moment, je suis en contact évidemment avec le PSG, forcément, parce que c'est le club qui a été en fait supporté par la victime. Donc forcément, le PSG a apporté son soutien directement à la victime, que ce soit un soutien juridique, mais aussi de principe, à savoir on n'a pas à
à insulter nos propres supporters, et je pense que c'est une bonne chose d'avoir été d'emblée présent pour le supporter en question. J'avais déjà relevé plusieurs propos racistes et je les avais directement signalés auprès de plusieurs clubs. Je pense notamment au club de Reims, dont un joueur avait été insulté de sale arabe, il me semble, en plein match. Il s'était énervé et on lui avait reproché de s'être énervé alors même qu'on l'insultait en plein match. Bon, voilà. Là, on vient de le voir, le racisme dans les stades, le racisme à l'université, le racisme dans les rues de Paris. L'extrême droite prend de plus en plus de place dans notre société. Que peut-on faire? Quand on voit tout ça, on a l'impression qu'en fait, ça ne va pas s'arrêter, que ça ne fait que continuer. Toi, en tant que lanceur d'alerte, en tant que militant antiraciste, en tant que juriste, qu'est-ce que nous, simples citoyens, pouvons-nous faire pour faire en sorte que tout ceci s'arrête? Signaler, d'une part, et aussi dénoncer et lutter. Moi, écoutez, je pense que je comprends aussi cette forme de tétanie qui est en train de s'opérer en fait sous nos yeux et dont on est nous-mêmes victimes. Comme on en a parlé rapidement, donc la manifestation néo-nazie dans les rues de Paris aux yeux de tous, j'ai envie de dire, ça c'est un signal qui est censé nous alerter, nous dire mais en fait il y a quelque chose qui ne va pas, sachant que le nombre de participants à l'édition de cette année était supérieur à celle de l'année précédente. C'est un signal qu'il faut évidemment prendre en compte, de la même manière que l'extrême droite réalise de plus en plus de scores importants lors des élections. Il faut lutter de la manière dont on peut. Ça peut aussi passer par évidemment faire des dons si on ne peut pas militer, mais aussi militer, s'investir dans des associations, en créer s'il le faut, et évidemment donner de la force à ceux qui relaient une information neutre, mais qui peut aussi faire front et lutter contre ce genre d'idéologie. Je pense notamment par exemple à votre média, ça peut aussi passer par le don et par le soutien, donc il faut absolument soutenir toutes les structures et toutes les initiatives qui peuvent aller contre justement cette démarche et cette bascule qui est en train de s'opérer sous nos yeux. Évidemment, il y a aussi une critique qui peut être faite sur les institutions, à savoir qu'est-ce qu'elles font. Moi, j'ai un discours qui consiste à dire quand même que les institutions, il ne faut pas les abandonner parce qu'elles ont des moyens en fait qui sont colossaux et on peut les utiliser à des fins antiracistes. C'est ce que je fais en tant que lanceur d'alerte en soi, lorsque j'alerte des universités, lorsque j'alerte des institutions, je le fais et souvent elles réagissent. Il y a un travail aussi de fond et qui consiste aussi à sans cesse pousser la barrière pour faire valoir nos droits contre ceux qui veulent justement les éteindre. Ça passe aussi par une présence sur les réseaux sociaux, qui est d'ailleurs un terrain très investi par l'extrême droite, que j'invite à investir d'ailleurs le plus possible, très rapidement. Et ça passe aussi peut-être par l'éducation, car on voit là aujourd'hui en Allemagne des manifestations importantes des Allemands pour faire en sorte que l'AfD, parti d'extrême droite, soit carrément interdit. En France, on a vécu ça il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans, quand Jean-Marie Le Pen arrivait au second tour de l'élection présidentielle. Depuis, il n'y a plus de grosses manifestations pour lutter contre l'extrême droite. J'ai l'impression qu'il y a tout un travail d'éducation aussi à faire pour que les nouvelles générations, même les générations anciennes, comprennent aussi ce qu'est l'extrême droite vraiment dans sa nature. Absolument, et ça me fait penser à un commentaire que j'avais reçu lorsque je parlais justement de cette manifestation néo-nazie qui s'était passée donc le 9 mai. Il y avait quelqu'un qui m'avait répondu « on n'est plus en 2002 ». Et je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que justement de 2002 jusqu'à 2025, il y a eu une perte de repères. Il y a eu une perte en fait, d'urgence. On voit les choses d'une manière en fait beaucoup plus relativisée. On s'est peut-être aussi habitué à la présence de l'extrême droite dans l'espace médiatique, dans nos rues, dans nos universités et un peu partout. C'est triste et il faut absolument lutter contre. Moi, j'ai l'impression aussi que ma génération, elle a aussi sa propre autocritique à faire. Lorsqu'on voit, par exemple, qu'il y a de très jeunes personnes dans les universités qui sont censées être des lieux de savoir dans lesquels on nous apprend justement qu'il faut être tolérant, qu'il faut être ouvert sur les autres. Il y a des personnes qui font des saluts nazis, qui agressent d'autres personnes, qui crachent sur des étudiantes voilées. Bon, il y a donc aussi une autocritique à faire auprès de ma génération qui n'a pas vécu en fait la montée de l'extrême droite et qui est aussi dans une forme de confort à l'égard de tout cela et qui doit vraiment se réveiller pour lutter contre. Merci beaucoup, Ilyes Djaouti. Je rappelle, tu es lanceur d'alerte, militant antiraciste, juriste. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à suivre Ilyes sur les réseaux sociaux pour être informé sur justement l'état de notre pays, notamment en ce qui concerne l'extrême droite, qui grandit de plus en plus et qui s'infiltre dans tous les pans de notre société. Merci Ilyes pour ce travail. Beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est une émission qui est permise par le Fonds de dotation pour une société solidaire. N'oubliez pas, s'il y a une grève, une lutte, une manifestation qui se déroule près de
chez vous, ou si vous êtes victime, témoin de répression syndicale, de harcèlement au travail, 2 solutions s'offrent à vous. Vous pouvez nous laisser un message au 06 86 46 08 46 ou nous laisser un mail à jdl@lemediatv.fr. Le numéro et l'adresse mail s'affichent en bas de votre écran. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette émission en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via mail si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir et à soutenir notre média qui vous garantit une information libre et indépendante. Alors abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Très bonne journée sur le média. On se retrouve demain pour la contre-matinale à 8 h.